Je vous ai préparé un petit diaporama et on va le faire défiler en fait en même temps. Ça va être un peu inconfortable parce que j'ai pas imprimé le texte, donc je le lis en fait sur l'écran. Je vais le lire sur l'écran, mais en même temps je vais faire défiler un diaporama qui est là, voilà, qui en fait illustre les propos, quoi. Donc ça, c'est le diaporama. Ok. Alors, le thème de notre rencontre, la planète face aux impérialismes touche à quelque chose d'essentiel. La manière dont notre monde se transforme sous nos yeux entre rivalité de puissance, crise globale et interrogation sur l'avenir de l'humanité. Depuis plusieurs décennies, nous avons le sentiment de vivre dans un monde instable, traversé par des tensions permanentes, les guerres se multiplient, les affrontements économiques se durcissent, les nationalismes progressent, tandis que les grands défis planétaires, le climat, les migrations, les inégalités, l'accès aux ressources, deviennent toujours plus urgents. Alors, qu'est-ce que l'impérialisme ? En fait, je me suis posé la question, on utilise souvent le terme impérialisme, qu'est-ce que c'est ? Pour Lénine, l'impérialisme et le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. C'est tiré du livre L'impérialisme, stade suprême du capitalisme de 1916 ou 17. Et en fait, on se rend compte que la définition que donnait Lénine, finalement, elle n'a pas changé un siècle après, elle est toujours d'actualité, quoi. Alors, pour comprendre cette situation, il faut revenir quelques années en arrière. Lorsque la guerre froide prend fin, il y a une expression qui est utilisée par Francis Fukuyama, un politologue américain, c'est le terme de fin de l'histoire. Cette formule signifie que les grands conflits idéologiques seraient désormais derrière nous. Selon cette vision, la démocratie libérale, l'économie de marché et la mondialisation devaient progressivement s'étendre à toute la planète. Dans les années 1990, certains intellectuels évoquent une mondialisation heureuse. Les échanges économiques se développent rapidement, les frontières commerciales s'ouvrent, Internet apparaît, et l'on imagine un monde interdépendant qui deviendra naturellement plus pacifique. L'idée semble simple. Des pays qui commercent ensemble n'ont pas intérêt à se faire la guerre. Pourtant, l'histoire ne s'est pas déroulée comme prévu. Alors déjà, moi, pour avoir été acteur à l'époque des luttes, il y a eu la création d'ATTAC, l'association pour la taxe Tobin, avec des défilés par rapport au terme mondialisation heureuse. Je me rappelle des rassemblements contre le G8 à Evian en 2003. Il y a eu des luttes, Seattle, la mort du camarade en Italie en 1999. Donc c'était bon. Et puis bien sûr, la guerre en Yougoslavie, phase 1999, où l'OTAN intervient hors de tout cadre légal. Donc c'était quand même pas si heureux que ça, quoi. 30 ans plus tard, nous sommes confrontés à une réalité beaucoup plus brutale. Le monde connaît un retour spectaculaire des conflits et des rapports de force. La guerre est revenue en Europe avec l'Ukraine. Les tensions entre les États-Unis et la Chine structurent désormais la vie internationale. Le Moyen-Orient reste marqué par des affrontements permanents. Les budgets militaires augmentent partout dans le monde. Les conflits commerciaux se multiplient. Les sanctions économiques deviennent des armes géopolitiques. Alors, elle était déjà depuis 1962 contre Cuba, mais aujourd'hui les notions de blocus ou d'embargo, ça fait florès depuis 30 ans. Donc c'est pourquoi le mot impérialisme, que l'on croyait parfois appartenir au passé, revient aujourd'hui au centre des débats. Pendant longtemps, l'impérialisme désignait surtout la domination coloniale exercée par les grandes puissances européennes au XIXe siècle. L'Empire britannique, l'Empire français ou d'autres puissances cherchaient alors à contrôler des territoires, des populations et des ressources à travers la planète. Mais l'impérialisme contemporain est plus complexe.
Aujourd'hui, la domination ne passe plus uniquement par l'occupation militaire directe. Elle peut être économique, financière, technologique, culturelle ou informationnelle. Contrôler une monnaie internationale, imposer des normes économiques, maîtriser les réseaux numériques, produire les technologies les plus avancées ou influencer les représentations culturelles du monde constitue désormais une forme de puissance majeure. Donc, les guerres elles-mêmes ont changé de nature, donc il y a toujours des conflits militaires, mais la confrontation entre puissances passe aussi par les sanctions économiques, les droits de douane, les cyberattaques, les guerres d'information, les contrôles des matières premières, ou encore la maîtrise des technologies stratégiques. Aujourd'hui, la puissance mondiale dépend autant des données numériques, des semi-conducteurs ou de l'intelligence artificielle que des chars ou des missiles. Après la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis se retrouvent dans une position dominante, presque sans équivalent historique. On parle alors d'hyperpuissance. Donc pour démontrer ça, je vous mets cette diapositive. En fait, on a deux cartes. On a les bases militaires américaines dans le monde, à gauche, là. À gauche, c'est les bases militaires américaines. Et on a les bases militaires américaines après en Europe. Donc je pense que la diapositive d'après, voilà, c'était sur l'OTAN en Europe, puisqu'on a dit chute ou fin de l'Union soviétique, fin du pacte de Varsovie, l'OTAN va-t-il encore exister? Ben, la preuve que oui. Donc voilà tous les pays membres de l'OTAN. Donc, et j'ai pas mis les États où il y avait des accords en fait, où l'OTAN a des accords, par exemple le Japon ou la Colombie. Mais normalement, c'est 32 États qui sont dans l'OTAN. L'OTAN est une organisation réputée illégale au regard du droit international, puisque la charte de l'ONU interdit les organisations régionales militaires. Et c'est l'ONU qui a l'exclusivité militaire. Donc l'OTAN est une organisation illégale, et ça, il faut le rappeler, le prochain sommet se tient en juillet à Ankara. Donc ça sera peut-être une action pour le mouvement de la paix de la Corrèze que de monter au créneau pour rappeler que l'OTAN ça coûte cher, ça impose des budgets militaires et ça sert à rien, c'est illégal. Donc ça c'est quand même un avatar de l'hyperpuissance américaine ou états-unienne. Donc les États-Unis disposent de la première armée du monde, d'une influence culturelle considérable, d'un système financier dominant et d'un avantage technologique immense. Alors on dit les États-Unis, mais c'est aussi les États-Unis avec ses entreprises, hein. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Amazon, après, mais bon, c'est un système technologique qui vient en appui de la puissance des États-Unis. Le dollar devient la monnaie centrale des échanges mondiaux. Les grandes institutions financières fonctionnent largement sous influence occidentale. Les entreprises américaines du numérique acquièrent une puissance gigantesque. C'est pour ça que quand on veut sanctionner quelqu'un, il suffit de le sanctionner de la part des États-Unis, et on a le cas d'un juge de la Cour pénale internationale qui a été déclaré sous sanction. Le lendemain, il ne pouvait plus payer en carte bleue. Enfin, et pas que ça, quoi. Il ne pouvait plus envoyer de mail, il ne pouvait plus payer en carte bleue. En Europe, il était presque au même niveau qu'un Cubain en Europe. Donc, cette omniprésence, cette puissance technologique rattachée aux États-Unis, et comme moyen pour les États-Unis d'affirmer leur puissance, pose de vraies questions. Cette domination s'accompagne d'interventions militaires, donc en Irak ou en Afghanistan ou en Iran, mais progressivement plusieurs phénomènes viennent fragiliser cet ordre mondial. D'abord, les interventions militaires américaines montrent leurs limites. Ensuite, la mondialisation provoque des déséquilibres sociaux importants, y compris dans les pays occidentaux, désindustrialisation, précarisation, montée des inégalités. Enfin et surtout, de nouvelles puissances émergent. Donc la Chine, qui devient en quelques décennies la puissance industrielle majeure, elle investit massivement dans les infrastructures, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et les réseaux commerciaux mondiaux. Son projet des nouvelles routes de la soie vise à renforcer son influence économique sur plusieurs continents. Donc concernant la Chine,
Il y a plusieurs diapositives qu'on pourra voir aussi plus tard. En fait, c'est pour montrer... attendez, ça, c'est pour montrer la puissance économique, en fait. Où avant, il y avait quasiment que les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, la Chine pèse est deuxième puissance économique mondiale. Voilà, là, par exemple, c'est les partenaires commerciaux dans le monde, avec 3 couleurs. Bleu foncé, c'est les États-Unis qui sont premiers partenaires. Bleu clair, c'est l'Union européenne. Et rouge, c'est la Chine. Donc ça, c'est en 2000. Et maintenant, en 2024. Voilà. Donc la situation en 25 ans a considérablement évolué. Et pire, je vais dire, si on prend la situation de la Chine depuis 1900, et parfois le regard qu'on peut avoir sur les Chinois en Europe, voilà, de ne pas avoir compris que la Chine avait été déjà une grande puissance dans son histoire, c'est un vieil État, et aujourd'hui la Chine est devenue le premier partenaire commercial. Ah, ça c'est le diapositive d'après. Donc, hop. L'Inde aussi connaît une croissance rapide et cherche à s'imposer comme une grande puissance du XXIe siècle. L'Inde qui compte aujourd'hui plus de population que la Chine. Donc c'est vrai que ces États-là sont des États en Asie du Sud-Est, des États manufacturiers de production de richesses qui précédemment pouvaient être fabriqués pendant la révolution industrielle en Europe, qui aujourd'hui sont fabriqués dans ces pays-là, où la main-d'œuvre est moins chère. Dans ce contexte apparaît le groupe des BRICS, qui rassemble plusieurs pays émergents souhaitant peser davantage dans les affaires mondiales. Pour beaucoup de pays du Sud, l'ordre international actuel reste profondément déséquilibré. Ils considèrent que les anciennes puissances occidentales continuent à dominer les institutions financières, les règles commerciales, les circuits monétaires et parfois même les récits médiatiques mondiaux. Les BRICS expriment donc une volonté de rééquilibrage. Ils cherchent à développer leurs échanges en dehors du dollar, à renforcer leur autonomie stratégique et à construire un monde moins centré sur l'Occident. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les BRICS? Alors, je vais commencer par les BRICS+. Alors, les BRICS+, c'est 10 pays qui se réunissent en sommet annuel, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Alors, comme en anglais, Afrique du Sud, ça se dit South of Africa. South Africa, ça fait l'acronyme BRICS. Et donc, à ces 5 États se sont joints l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie et l'Éthiopie, donc dans le but de rivaliser avec le groupe des 7, le G7. Initialement, le terme BRIC est un acronyme pour désigner 4 pays. Ensuite, c'est ce que je vous ai dit, il y a eu l'Afrique du Sud qui a rejoint l'organisation. Et en 2024, donc l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Iran, le groupe devient BRICS+. Au début de 2025, l'Indonésie rejoint le groupe. Donc les 10 pays des BRICS+, représentent en janvier 2025 près de la moitié de la population mondiale et 35% du produit intérieur brut mondial en valeur courante, contre 44% pour les pays du G7. Au sein des groupes des BRICS+, la devise utilisée pour les échanges internationaux est le yuan, la monnaie chinoise. Les BRICS+ ont pour projet de créer une nouvelle monnaie commune à l'Alliance. Cette monnaie pourrait occasionner une chute significative du dollar américain, jusque-là principale monnaie d'échange dans le monde. Et donc, je vous ai mis une belle carte. Voilà. Outil, diaporama. Voilà, les BRICS+. Alors, les BRICS+, c'est... merde, c'était la légende sur la feuille. Donc en bleu foncé, vous avez les États qui sont membres des BRICS+. En bleu clair, vous avez des États qui sont candidats ou partenaires, je pense, non partenaires. Et en vert, c'est les États qui sont candidats pour rentrer dans les BRICS. Donc on va retrouver le Myanmar, Pakistan, la Syrie, le Venezuela et si je dis pas de bêtises, ça doit être le Sénégal. Donc c'est quand même des alliances internationales qui sont assez, qui vivent assez bien, quoi. Donc vous voyez,
Cuba, par exemple, est partenaire des BRICS. C'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères était là à un sommet des BRICS ces derniers jours. Donc la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda, l'Ouzbékistan, le Vietnam sont partenaires. Les candidats sont Azerbaïdjan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Sénégal, Sri Lanka, Syrie et Venezuela. Alors, on ne sait pas si c'est le Venezuela avant le 3 janvier 2026 ou si c'est encore resté cette candidature. Voilà. Les BRICS ne forment pas un ensemble homogène. Donc la Chine et l'Inde ont des intérêts parfois opposés, voire même sont en guerre, parce qu'il y a une guerre depuis 1960 au Cachemire entre l'Inde et la Chine, et aussi entre l'Inde et le Pakistan, mais il y a des conflits frontaliers avec la Chine. Donc les systèmes politiques diffèrent profondément. Les rivalités géopolitiques existent également entre ces puissances. Le monde multipolaire qui se construit n'est pas forcément plus harmonieux, il peut au contraire devenir plus instable, car plusieurs grandes puissances cherchent simultanément à défendre leurs intérêts et leurs zones d'influence. Et c'est ici qu'apparaît une contradiction majeure de notre époque: jamais l'humanité n'a été aussi interdépendante. Donc, dans le film, là, le secrétaire de l'ambassade, l'ambassadeur adjoint, descendait les routes de la soie, je ne sais plus avec quoi il mettait la... Ah oui, il mettait sur le même pied le Conseil de la paix et les routes de la soie. Alors, personnellement, je ne partage pas et j'ai quand même du mal à cautionner ces propos, quoi. Donc les routes de la soie, c'est quoi? Je reviens au diaporama. Voilà, les nouvelles routes de la soie. Donc les nouvelles routes de la soie, c'est sur la diapo. En fait, vous avez plusieurs routes qui permettent de... Non, il faut que tu appuies sur le côté. Il y a le bouton là, à droite. Vous avez plusieurs routes terrestres, maritimes qui partent de Chine et arrivent en Europe comme du temps de Marco Polo, quoi. On retrouve d'anciennes routes commerciales le long de la côte africaine, par exemple. C'est des routes connues. Et une des évolutions depuis peut-être une dizaine d'années, c'est la mise en place d'envoi de produits manufacturés depuis la Chine vers l'Europe en train. Aujourd'hui, ce système de train, alors c'est pas des trains avec 4 wagons, hein, tant qu'ils y sont, ils mettent... mais il y a des trains qui partent de Chine et qui arrivent en Europe, y compris en France. Voilà. Donc les routes terrestres sont importantes. Il y a aussi des routes pour les oléoducs, les pipelines, mais il y a aussi tout ce qui est maritime. Donc on l'a bien vu là récemment avec la fermeture du détroit d'Ormuz, ou les attaques au Yémen contre les bateaux par le canal de Suez. Voilà. On se rend bien compte que notre monde il est très dépendant du commerce mondial et de la circulation des matières. Donc voilà, là vous avez une carte encore mieux, c'est la carte des pays qui ont adhéré aux routes de la soie. Donc vous voyez que c'est une démarche quand même très soutenue par les pays du sud global. Donc que ce soit en Amérique latine, on va le voir, je pense même qu'on a dû le voir tout à l'heure sur les pays où la Chine était le premier partenaire commercial. On voit que par rapport à la doctrine Monroe, de Donald Trump, y compris dans son précaré, enfin ce qu'il croit être son précaré, les Chinois sont présents, ou les intérêts commerciaux de la Chine sont présents, et il y a notamment un grand sujet de discussion autour de le canal de Panama. Trump voulant empêcher les Chinois de la Chine d'utiliser le canal de Panama. D'où la recherche d'autres procédés, que ce soit le train, ou voire un autre canal. Donc vous voyez, les routes de la soie viennent même jusqu'en Europe. On va voir en Grèce le port du Pirée, on va voir le Portugal, là ça doit être le Luxembourg, et l'Italie s'est retirée de ce dispositif. Mais donc voilà, ça c'est, j'allais dire, c'est plus par rapport aux bases militaires qu'on a vu tout à l'heure de l'OTAN, c'est plus la diplomatie aussi chinoise, qui est d'abord commerciale.
Et ça, après, c'est pour d'ailleurs dire. Donc voilà, l'interdépendance via les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Donc 68 pays regroupant 4,4 milliards d'habitants, représentant près de 40% du produit intérieur brut. La création d'une banque, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Donc c'est un projet qui s'accompagne aussi de la construction d'infrastructures, puisqu'à partir du moment où on dit on va mettre des trains par exemple, mais les trains, il faut que les voies, il faut adapter le système de largeur du rail, les ports c'est pareil, on dit on va faire augmenter le trafic par conteneur, il faut adapter les infrastructures portuaires. Donc nos économies sont liées, les chaînes de production traversent les continents, les crises financières se propagent immédiatement à l'échelle mondiale, les pandémies franchissent les frontières en quelques jours, et le réchauffement climatique concerne l'ensemble de la planète. Avec plus de 8 milliards d'êtres humains, les défis deviennent immenses. Il faut nourrir les populations, garantir l'accès à l'eau, assurer des ressources énergétiques suffisantes, réduire les inégalités sociales, préserver les équilibres écologiques et lutter contre le changement climatique. Or, aucun État ne peut résoudre seul ces problèmes. Je pense que ça a été dit tout à l'heure par rapport à l'OMS, car les États-Unis quittent l'OMS. Le patron de l'OMS dit bien que ça ne va pas simplifier la tâche pour résoudre les problèmes médicaux à l'échelle de la planète. Donc l'ONU avait été créée pour organiser cette coopération à empêcher le retour des grandes catastrophes mondiales. L'idée fondamentale était simple, substituer le droit international au rapport de force permanent. Mais aujourd'hui, l'ONU apparaît souvent affaiblie. Alors déjà, on peut le voir ça avec le nombre de conflits militaires dans le monde qui a explosé. Donc le nombre de conflits, ça veut bien dire qu'à un moment, le règlement pacifique des conflits, on est passé à côté, quoi. Donc là, c'est un petit paragraphe sur le Conseil de la paix. Alors le Conseil de la paix, c'est une organisation, un conseil qui a été mis en place par Trump au Moyen-Orient, notamment à Gaza, pour créer la Riviera, une Riviera à Gaza, avec un droit d'entrée à 1 milliard pour les États qui en sont membres. Et des grands experts pour assurer la gouvernance de ce dispositif, Tony Blair par exemple, voilà, des gens qui par le passé ont pu montrer toute leur capacité d'accompagnement social des populations. C'est ironique, hein, je précise. Donc le Conseil de la paix, en fait, le grand danger de cet organisme, c'est que c'est une rupture avec le multilatéralisme onusien. C'est effectivement, il y a une voix prépondérante, c'est celle de Trump. On n'est pas dans le dispositif un État, une voix de l'ONU. Et donc c'est un dispositif qui fragilise grandement l'ordre international. Donc c'est aussi quelque chose, on parlait de l'OTAN tout à l'heure, en disant l'OTAN c'est illégal, il faut s'attaquer à l'OTAN, il faut aussi s'attaquer au Conseil de la paix de Trump. Enfin ça, si on en a dans d'autres parties du monde, enfin c'est plus la peine qu'il y ait l'ONU. Aucune alternative crédible n'existe réellement par rapport à l'ONU. Car sans coopération internationale, comment affronter les défis du siècle ? Comment préserver la paix dans un monde où les tensions géopolitiques s'aggravent ? Jamais les sociétés humaines n'ont été aussi connectées les unes aux autres, et pourtant jamais les rivalités de puissance n'ont semblé aussi fortes. Nous vivons dans un monde où les États sont à la fois interdépendants et concurrents. Cette contradiction traverse toute la planète. D'un côté, les grandes puissances parlent de coopération climatique, de développement durable, de sécurité collective. De l'autre, elles augmentent leurs dépenses militaires, défendent leurs intérêts économiques et cherchent à contrôler les ressources stratégiques. Alors, un petit coup sur le diaporama, je vous ai mis ça, on aime bien, c'est les budgets militaires. Donc, alors l'UE, il n'y a pas de budget militaire, c'est la somme des budgets des États, quoi, à l'intérieur de l'UE. Mais bon, vous voyez bien la différence entre les États-Unis et le deuxième, qui est la Chine, ou la Russie, qu'on nous présente toujours comme étant prête à envahir la France, étant à Strasbourg demain. Bon.
On n'est pas sur les mêmes ordres de valeur. Donc cette militarisation du monde, ces 2700 milliards utilisés pour les armes, elles seraient plus utiles pour être utilisées pour la population. Alors, je reviens, et comme on parlait des interpénétrations, je vous ai mis 3 cartes, 3 documents. Ça, vous voyez, c'est la dette publique fédérale américaine qui est détenue par la Chine. Parce que bon, on présente les choses comme s'il y avait des puissances étatiques et qu'elles ne travaillaient pas ensemble ou qu'il n'y avait pas de relation. Aujourd'hui, il y a 940 milliards de dollars de la dette publique fédérale américaine qui est détenue par la Chine. Ce qui constitue un certain moyen de pression, quoi. Donc là, c'était une carte sur le poids des exportations vers les États-Unis dans le PIB, qui montrait en fait les États qui étaient le plus dépendants des exportations vers les États-Unis, notamment le Vietnam qui repose à 29% sur ses exportations. Ça interroge car on voit que le jour où Trump dit j'augmente les droits de douane, c'est bon, les camarades vietnamiens ils peuvent aller poter au chômage s'ils ne trouvent pas d'autre marché. Là, c'est un document un peu ancien, c'était la dette nationale envers la Chine. On voit qu'il y a certains États aussi qui ont une dette importante qui est détenue par la Chine. Djibouti 43%, l'Angola 41%, les Maldives 38%. Donc la question derrière ces jeux d'acteurs en termes financiers, c'est on peut même se poser la question, comment font ces États à l'Assemblée Générale de l'ONU? Certes, ils ont une voix, mais est-ce qu'un État dont la Chine a 40% de sa dette va dire non, je suis pas d'accord avec le représentant de la Chine, est-ce qu'il peut le dire, quoi, voilà. Est-ce qu'il peut le dire sans prendre de risques? Donc il y a quand même ces questions-là qui sont posées. Et voilà, je finis le point et la fin. Je fais la fin. Alors quand même, on n'a pas trop parlé de la France, mais la France, vieille puissance impérialiste, continue ses méfaits. Donc la semaine dernière, il y avait à Nairobi un forum qui s'appelle Africa Forward, où des camarades ont été emprisonnés suite à des manifestations contre Macron. Et la logique de ce sommet, c'est quand même une logique coloniale. Ça reste une logique pour la France de peser au niveau mondial. Donc réunit les États. Avant, c'était la photo avec le président. Aujourd'hui, bon, c'est un sommet au Kenya qui n'est pas un État historiquement, qui n'était pas une ancienne colonie française, en fait. Mais en termes de représentation d'objectifs, on est toujours dans le même schéma de reproduction de ces vieux impérialismes. Donc les grands défis du XXIe siècle ne pourront pas être résolus uniquement par la compétition et le rapport de force. Ils exigent aussi du dialogue, des règles communes, une solidarité internationale et peut-être une nouvelle conception des relations entre les peuples. Au fond, la question essentielle est peut-être la suivante. L'humanité sera-t-elle capable de dépasser les logiques de domination pour construire une coopération mondiale durable? Ou bien allons-nous entrer dans un siècle marqué par la fragmentation, les conflits permanents et la concurrence généralisée entre blocs de puissance? Il est important de réfléchir collectivement à ces questions car elles concernent directement l'avenir de la planète et celui des générations futures. Et pour parapher le livre que j'ai cité au départ, je ne me compare pas à Lénine, mais à ce stade, il semble important de promouvoir l'unité des peuples en rapport avec la charte de l'ONU qui disait « nous, peuple du monde ». C'est parce que là, on les a écoutés là, de dire l'Assemblée Générale de l'ONU, c'est bien, chaque État a une voix, mais l'important de l'humanité, c'est qu'il y en a nous, avant nos représentants. C'est nous qui sommes les premiers intéressés, donc c'est à nous de nous emparer. Si on ne veut pas qu'il y ait d'impérialisme, c'est à nous de nous emparer de la gestion démocratique. Donc à ce stade, il semble important de promouvoir l'unité des peuples et la libération des peuples colonisés. Merci de votre attention.
Ben oui. Ouais, Merci à toi. Je suis désolé, je suis malade, donc j'ai pas. C'est pas à la hauteur. Il y a quelques idées, quoi. Voilà. C'est quelques idées pour lancer le débat et qu'on puisse en discuter et savoir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous avez pensé des films, comment vous voyez les choses pour avancer et puis pour que notre comité aussi prenne sa part, parce qu'on est en Corrèze, et le réchauffement climatique, le changement climatique, on subit. Les guerres, on les subit aussi. Donc, la question, c'est nous. Bon, j'aurai des propositions à vous faire, je vous rassure. C'est pas. Si elle peut. Voilà. Donc, je vous laisse la parole.